Étonnante hein, cette piste de Sugo et il est clair que Billy Mackenzie a toujours brillé ici depuis longtemps. C'est presque incroyable hein, deux Grands Prix remportés consécutivement. Il arrive en MX1 avec la Kawa. Après un début de saison vraiment moyen, il est capable d'aller chercher le deuxième chrono. Maintenant, va-t-il confirmer dans la première manche? Réponse d'ici quelques minutes. Alors le tracé, 1526 mètres, un tracé on l'a vu assez tortueux, assez technique. Il va falloir bien entendu se sortir des embûches de cette piste, pas évidente me direz-vous. Alors pour l'instant Josh Coppins est en tête du championnat avec 234 points. Devant Kevin Strybos 191, Steve Ramon 156, Ken De Dyker 131 et Sébastien Pourcel en 5e position. Allez, on est avec Coppins. Alors comment ça va se passer aujourd'hui? L'objectif de Coppins, c'est de prendre du plaisir, de prendre un bon départ surtout sur ce circuit après la pole position. Il a envie de gagner, il aime la victoire. Il va essayer également de s'imposer. Il verra bien, surtout l'important c'est de marquer des gros points pour la suite du championnat. Coppins qui allait faire une petite visite à l'usine Yamaha quelques jours avant d'arriver. On retrouve maintenant Billy Mackenzie. Alors, comment ça va se passer aujourd'hui sur ce circuit? Vous appréciez? On ne sait jamais comment la course va se passer. Ça s'est très bien déroulé lors des qualifs. J'ai eu quelques petits soucis à Touch and Tal, mais je me sens bien ici, je suis de retour à 100%. Pas de problème avec le décalage horaire? Non, pas de problème, au contraire, moi on est arrivé tôt, j'ai l'habitude du décalage horaire, c'est même un avantage pour moi ici, j'assimile bien, je récupère bien, donc je suis en forme, pas de problème. Allez, à suivre donc Billy Mackenzie. Avec Tanel Leok, comment tu te sens aujourd'hui au Japon? J'espère que ça va bien se passer cette course. Content avec cette place derrière la grille? Non, pas vraiment, j'ai quelques petits soucis mécaniques, je suis donc 6e. Mais il faut bien partir. C'est important pour Kawasaki, il y a plus de pression? Non, pas vraiment. Tanello qui a loupé tous ses départs quasiment et qui lui aussi a du mal. Depuis l'ouverture de ce championnat, il est seulement 9e du classement provisoire. C'est un peu une déception, hein, c'est vrai, Tanello depuis le début de ce championnat. Et pourtant, il est capable de faire vraiment de belles choses. Allez, attention à cet homme. Josh Coppins, c'est l'ogre de la catégorie. Lui aussi a pratiquement fait un sans faute depuis le début, à part une petite déconvenue en Allemagne et une toute petite déconvenue en Belgique. Et bien pour le reste, Coppins, c'est lui qui mène le débat. Mais attention, il a trouvé à qui parler hein, quand même dans ce championnat du monde MX1 cette saison. On pensait que ça allait être une balade de santé. Que nenni, surtout que cet homme ici, Billy Mackenzie, a peut-être envie de faire briller la Kawasaki en terre japonaise. Et Billy Mackenzie regarde 14e, 11e, 13e, 12e, 14e. Le parcours depuis le début de la saison est quand même vraiment moyen hein, pour ce garçon. En tout cas, croyez-moi, s'il fait quelque chose d'intéressant sur cette piste, ça fera plaisir à un de nos fans numéro 1. Il s'agit bien entendu de Stéphane Houben, toujours fidèle au poste. Allez, Ken De Dyker, 6e, 6e, 9e, 7e, 8e. Souvent très rapide au chrono. Il a un peu plus de mal à concrétiser en manche. Il est 4e du classement provisoire. Il marque des gros points à chaque fois, mais il lui manquait peut-être un petit peu de conditions physiques pour terminer les manches devant à suivre. Lui qui avait réussi une belle course l'année dernière ici du côté de Sugo. On retrouve maintenant Sébastien Pourcel, l'un des garçons qui montre, regardez son parcours, 20e, 5e, 5e, 3e, 7e en Allemagne. Après une deuxième manche, souvenez-vous, exceptionnelle, il aurait très bien pu s'imposer. Il avait terminé sur les talons de Philippe Hertz, donc Sébastien Pourcel qui est 5e hein, du classement provisoire, en bagarre avec De Dyker pour la 4e place. Il n'y a pas de problème pour lui, c'est très positif depuis le début de cette saison. C'est sa première année en MX1, à suivre les perfs maintenant de Ramon, également très rapide à Touch and Tal, qui monte en puissance. Steve Ramon qui peut faire fort aujourd'hui, on lui souhaite. Ouais, Ramon qui a quand même toujours un petit peu de mal hein, à se décoincer. Alors c'est vrai qu'on trouve toujours son pilotage absolument réjouissant, sublime, mais manque de brio, peut-être manque d'attaque, peut-être encore une fois manque de confiance en lui. Alors que sa plus grosse bête noire qui était Stéphane Everts, c'est bien maintenant est de l'autre côté de la barrière.
mais il n'arrive toujours pas à se lâcher. Alors, il faudra peut-être compter aussi avec Marc de Ruyver. Ouais, Marc de Ruyver qui était bien également lors du Grand Prix précédent. Ouais, Marc de Ruyver 10e au chrono. Et puis de grosses différences de vitesse là sur cette piste de Sugo par rapport à la catégorie MX2. Puisque Coppins a fait son meilleur tour en 1,45,5. 1,45,5 pour Mackenzie, 1,45,5 pour Ken de Dyker. Et nous sommes maintenant, Jean-Christophe, à 15 secondes du départ. Ça y est, les grosses 450 font rugir leurs poumons. Allez, le premier départ MX1 de ce Grand Prix du Japon. C'est parti avec à l'intérieur, on a aperçu des pilotes qui se sont touchés. Ça shoot. Coppins est bien parti. Le all shot pour Mike Brown une nouvelle fois. L'américain Mike Brown, Mr. All Shot, qui part en tête alors que derrière il y a un pilote Suzuki qui semble en difficulté. Peut-être Steve Ramon. Ah, écoutez, Mike Brown, au nombre de all shots, il devrait avoir des points gratos. Et bon départ également de Jonathan Barragan. Et une Kawasaki. Regardez la Kawasaki ici de Billy Mackenzie très vite dans ce premier tour. Ouais, Billy Mackenzie là-bas qui attaque dans la montée peut-être pour aller chercher Josh Coppins et ça passe du côté de Billy Mackenzie, bien joué. C'est fait, Billy Mackenzie qui vient de s'emparer de la deuxième place alors que Mike Brown est en tête. Alors est-ce que Billy Mackenzie est venu prendre sa piqûre japonaise annuelle? Allez, Mike Brown, Mackenzie, Joshua Coppins en troisième position. Allez, Coppins qui va s'accrocher bien sûr, il faut marquer des gros points, c'est important pour Joss. Et l'attaque peut-être, attaque de Billy Mackenzie qui prend le commandement immédiatement. Mais c'est incroyable, écoutez. Billy Mackenzie qui n'a pas encore bouclé le premier tour, il est déjà en tête ici chez lui au Japon. Il y a vraiment un phénomène qui se passe ici chez ce garçon. Ah c'est vrai, c'est vraiment incroyable hein, quand même. Hallucinant. Maintenant il faut tenir le choc car on le connaît, c'est un pilote rapide mais qui commet également pas mal d'erreurs. Et il attaque avec la grosse 450 KXF de chez Kawasaki, une moto qui brille aux États-Unis avec James Stewart, un petit peu moins en Europe. Il est temps peut-être d'aller chercher une première victoire, offrir à la Kawa sa première victoire en MX1. Et pour l'instant, regardez Mike Brown qui tient la comparaison. Mike Brown en seconde position comme d'habitude, auteur d'un super début de course, d'un très bon départ. Lui qui n'avait pourtant pas franchement brillé lors des chronos, mais c'est loin d'être sa spécialité. Mike Brown 13e, hein, 13e chrono hier après-midi seulement avec Max Nagel qui vient de partir à la faute. Max Nagel qui a signé un contrat pour rejoindre l'usine KTM l'année prochaine. En tant que pilote officiel, il dispose d'ores et déjà d'excellentes pièces sur sa moto alors que le rythme est imprimé maintenant par Billy Mackenzie en train déjà de s'envoler un petit peu à l'image de Christophe Pourcel tout à l'heure. Les pilotes Kawasaki sont en forme mais derrière personne ne suit le rythme du pilote anglais. Regardez, Mike Brown est là-bas et Coppins qui n'est pas encore revenu pour attaquer l'américain. Ah, c'est complètement incroyable la prestation du pilote Kawasaki. Vraiment, les bookmakers doivent s'arracher les cheveux avec ce garçon parce que chaque voyage au Japon, pour lui, c'est synonyme de leadership tout simplement. S'il avait le même brio partout, c'est vraiment un candidat pour le titre mondial. C'est quand même assez incroyable. Et pour l'instant, Seb Pourcel est aux alentours de la 7e position dans cette manche. Il est là, Sébastien vient de le voir, avec derrière lui Thomas Allier apparemment, qui a pris un départ correct également, le pilote CLS. Kevin Strybos en difficulté aux alentours de la 12e place. Ouais, Tanel Locke n'est pas très bien parti non plus. Alors c'est Jonathan Barragan hein, qui revient bien aussi, il est là, Jonathan Barragan à l'attaque. Et Steve Ramon, bah, c'est lui qui est mal parti hein, tout à l'heure. Barragan sur Sébastien Pourcel et c'est passé pour le pilote KTM. Steve Ramon qui est parti bon dernier tout à l'heure. Ouais, on l'avait vu chuter. Hein. Ah ouais, c'est ça. Et Pourcel qui reprend le meilleur sur Jonathan Barragan. Je m'étais un peu trompé. C'est Philippe Hertz hein, qui a pris un meilleur départ des deux pilotes KTM tout à l'heure. David Philippe Hertz qui est aux avant-postes aux alentours de la 4e place. Alors que la bagarre toujours entre Pourcel et Barragan. À nouveau la réplique de Sébastien Pourcel qui vient de s'infiltrer à l'intérieur. Barragan mis sous pression par Tanel Lehok. Alors que devant on aperçoit la Yamaha numéro 14 de Marc de Rover. Alors Jean-Christophe, est-ce qu'on va avoir... Attention à Sébastien Pourcel qui a failli chuter et qui s'est bien rattrapé. Du coup l'Espagnol en a profité. Ah ouais, ça bricole dans cette manche. Est-ce qu'on va avoir, comme il y a 15 jours, 6 pilotes capables de gagner la manche? En tout cas, ça part très fort hein, pour cette catégorie MX1. Et toujours un seul leader, Billy Mackenzie, le pilote anglais sur la Kawasaki, qui est en train de donner
son rythme, de donner le ton. Mais attention, Jonathan Barragan a l'air lui aussi très en verve. Ouais, Barragan qui est là avec Tanel Leog qui va peut-être attaquer maintenant Sébastien Pourcel pour la 7e place. Allez, Tanel Leog lui aussi à la recherche d'un bon coup dans ce championnat du monde. Mackenzie, Brown toujours en 2e position derrière Coppins, David et Philippert en 4e position, Marc de Rover et Barragan. Et voilà, Jonathan Barragan en train de revenir peut-être sur de Rover. Thomas Allier qui occupe la 10e place. Et puis mauvaise nouvelle pour les pilotes Suzuki, décidément on aperçoit Straibos là dans le paquet. Straibos aux alentours du top 10, alors que Steve Ramon est beaucoup plus loin. Ken de Dyker également a pris un départ moyen ici à la lutte avec James Noble. Steve Ramon pour l'instant il est aux alentours de la 15e place et il tente de revenir. Ramon est même 22e, hein, on vient de le voir. Et Straibos en difficulté, le 2e homme du championnat pour l'instant. Kevin Straibos qui était assez irrégulier, qui a gagné un grand prix. On pensait qu'il allait pouvoir contester le leadership de Josh Coppins. Mais là, il est en difficulté, Kevin Straibos. Il a du mal à concrétiser. Alors que nous sommes toujours avec cette bagarre opposant les pilotes Kawasaki, Sébastien Pourcel, Tanel Leog à la poursuite de Jonathan Barragan et de Marc de Rover. Ah oui, Leog qui met aussi les bouchées doubles dans cette manche. Et voilà Sébastien Pourcel. Et le leader, on le retrouve. Il n'a pas commis de faute pour l'instant. Billy Mackenzie avec des chronos tout simplement étonnants. Puisqu'il est bien plus rapide que tout le monde. Dans le 2e tour, il a signé un 1,48 846. Alors que les autres roulent en 1,51, 1,52. Ça fait plus de 3 secondes sur le meilleur chrono. C'est une performance assez remarquable de la part de Billy Mackenzie qui est vraiment au-dessus du lot. Il n'y a pas photo en ce début de manche. Déjà 12 secondes d'avance sur Mike Brown. Un Mike Brown qui tient bien le choc. Regardez là-bas, au loin, on l'aperçoit. Mike Brown toujours en seconde position avec derrière lui sur ses talons un Josh Coppins qui essaie de revenir. Alors c'est incroyable hein, cet homme-là parce qu'il a gagné en catégorie MX2 à Sugo en 2005, en 2006 et il est en tête en catégorie MX1 ici du Grand Prix du Japon. Moi c'est vraiment une interrogation cet homme-là. Ah, c'est vraiment son circuit. Alors que derrière, Coppins qui va peut-être tenter quelque chose maintenant pour aller chercher Mike Brown à l'extérieur. Ça passe pour l'officiel Yamaha Rinaldi avec Mike Brown qui ne résiste pas. C'est bon. Et s'il attaque du pilote Honda Kaz à l'intérieur qui réplique. Allez Mike Brown, il y a peut-être un coup à jouer aujourd'hui également pour l'Américain. 11e du classement provisoire, souvent auteur de très beaux débuts de course, mais il a du mal à tenir. Là, il est dans un très bon rythme. Bah, écoutez, sur la fin, c'est vraiment un garçon qui s'effondre. C'est assez étonnant parce qu'avec les départs qu'il fait, il pourrait vraiment profiter de ça. Et jusque-là, ça n'a pas payé, en tout cas en termes de podium. Allez, Mike Brown en 2e position, poursuivi par De Rover et par un certain David Philippert. Lui aussi, c'est une énigme, incapable de réussir un chrono. Mais quand la grille tombe, il est toujours présent. Souvenez-vous à Touch and Time, il avait également loupé sa séance, il avait fini par gagner le Grand Prix. Et là, hier, lors de la séance qualif, il était très très loin, David Philippert, hein, avec un temps de 1,48 794. C'était 3 secondes moins bien que la pole position. Et il est 4e en train de suivre le rythme de Josh Coppins. Ouais, c'est vrai, et puis on le sait, incapable de faire des fins de manche assez hallucinantes. David Philippert, on l'a vu plusieurs fois revenir très très fort pour glaner les places d'honneur. Et Mike Brown est bien toujours en 2e position. Pourcel bien placé, Thomas Ali en 15e position. Et Philippert ici à l'image, toujours la poursuite de Coppins qui n'arrive pas à se défaire de ce diable de Mike Brown. Ah, c'est incroyable hein, ce que Mike Brown fait de la résistance, mais à mon avis ça va agacer tout le monde. À commencer par Josh Coppins qui devrait quand même, somme toute logique, trouver la faille. Allez, Philippert en 4e position. Le pilote italien a l'air d'apprécier cette piste de Sugo.
Alors une petite mail de la part de Maxence Gourlois qui aimerait savoir si la Fédération internationale de moto a décidé de prendre une décision envers Ken de Dyker, dont le pilotage est assez agressif depuis le début de l'année. C'est vrai qu'il a été l'auteur de quelques bloc pass assez tendus. Non, pour l'instant il n'y a aucune sanction qui a été prise contre Ken de Dyker. On sait qu'effectivement il est un petit peu sous les projecteurs. On regarde très attentivement ses prestations car notamment au Portugal, il avait tenté quelques manœuvres délicates, mais pour l'instant il n'y a pas de sanction. C'est vrai que bon, c'est quand même un sport d'homme, hein. Allez, toujours Maibron devant Copine, c'est peut-être le retour de Philippe Hertz. Alors Philippe Hertz qui avait connu un début de championnat très compliqué avec son double abandon du côté de Valkenswaard. Il s'est bien relancé, il a gagné le dernier Grand Prix. Il occupe la 7e place du provisoire. Il faut marquer des gros points pour se rapprocher du top 5. Mais l'information peut-être de cette première manche, Pierre, outre le fait que Billy Mack, le voici, domine de la tête et des épaules, est-ce vraiment une surprise? Pas franchement, quand on se souvient de ses performances précédentes. On le sait capable de ce genre de performance, mais c'est Mike Brown qui tient vraiment tient le coup pour l'instant. C'est vrai, vous avez raison de le souligner. En attendant quand même, Billy Mackenzie vient de boucler 3 tours en 1,48. Actuellement en 1,51. Ouais, c'est vraiment des chronos énormes, c'est énorme. C'est très très rapide pour Mackenzie, qui se verrait bien remporter sa première manche chez Mix1. C'est un garçon un peu, c'est vrai que l'année dernière on parlait souvent de lui, on le surnommait Dr Jekyll et Mr Hyde, capable de gagner une manche et puis de passer totalement au travers de la seconde. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'au Japon ça se passe tout le temps bien. Ah, il a besoin de son petit déclic japonais. Regardez peut-être le sourire de ces magnifiques jeunes femmes, ça doit l'agacer. En tout cas, pour l'instant, eh bien, c'est lui qui mène les débats. Et pour l'instant, on voit mal qui pourrait le contrarier dans cet objectif de gagner une nouvelle fois en terre japonaise. À suivre aussi dans cette manche, la grosse attaque et le retour de Jonathan Barragan. Thomas Allier toujours dans les points, tout comme Sébastien Pourcel. On l'aperçoit ici, Thomas Allier à la lutte avec Akira Narita, l'un des tout meilleurs pilotes japonais champion national. Akira Narita que l'on a déjà vu à plusieurs reprises en championnat du monde, notamment en MX2. Il avait brillé il y a quelques saisons sur le Grand Prix d'Angleterre sur l'île de White. Il avait également réussi des belles performances il y a un peu plus longtemps aux États-Unis en Outdoor 125. Et Billy Mackenzie qui continue de creuser l'écart, Pierre-Yves, alors que regardez, il y a eu du changement. Décidément, le réalisateur n'a pas le nez creux aujourd'hui, puisqu'on a loupé le dépassement réussi par Josh Coppins sur Mike Brown pour la seconde place, alors que Philippe Hertz met la pression sur l'Américain. Allez, Coppins à la chasse au résultat, lui aussi. Et Brown qui résiste derrière, haut et fort, à la baston avec David et Philippe Hertz. Décidément, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une belle surprise aussi pour Mike Brown, capable de suivre les hommes de tête, les leaders de cette catégorie MX1, et ça c'est plutôt de bon augure. Alors lui peut-être a envie de faire briller la Honda. Mais toujours de grosses difficultés pour Strybos, pour Ramon, qui sont très loin, les deux coéquipiers de chez Suzuki, qui occupent pourtant les 2e et 3e places du classement provisoire, en train de perdre de précieux points. Regardez, Philippe Hertz s'est débarrassé de Mike Brown, donc le tiercé de tête est occupé par Billy Mackenzie, Joshua Coppins et maintenant David Philippe Hertz. Ah, c'est vrai que c'est la grosse déconvenue pour le team Suzuki ici au Japon. Ramon qui pourtant essaye de revenir petit à petit. 13e pour l'instant. Ce qui est étonnant, c'est la performance de Strybos. Il est parti en 12e position. Il est toujours 12e. Il n'arrive pas à gagner de place. On va peut-être revoir l'attaque de Coppins. La voilà au ralenti. Ouais, c'était propre, même pas bloc passe. Non. Mike Brown a viré bien à plat juste derrière et Coppins a trouvé son chemin. Et allez, Coppins qui avait besoin de se rassurer après le Grand Prix de Touch and Tal et sa première faute directe de la saison lors de la seconde manche avec la chute dans la portion sable. Il était reparti, mais il n'avait jamais retrouvé le rythme pour se rapprocher des leaders. Il est second après avoir réussi la pole position. C'est parfait pour le moment.
Ouais, il est dans un bon rythme, hein. Il est extrêmement régulier, une 52, une 53, une 52. Alors à suivre peut-être le retour de Jonathan Barragan. Il est 5e, l'Espagnol à 2 petites secondes maintenant de Mike Brown. Et lui aussi réussit des bons chronos. Les pilotes KTM sont en forme. On l'a vu tout à l'heure en MX2 avec Tyler Rattray et Tommy Searle. Dans cette première manche MX1, très bon comportement d'ensemble avec Philippe Hertz et Barragan qui peuvent viser le top 5. Alors que pour les Français, Sébastien Fourcel occupe toujours la 7e place. Alors que Thomas Allier est 20e, un Thomas Allier en difficulté. Et Barragan qui travaille en ce moment pour tenter de revenir chercher Joshua Coppins. David Philippe Hertz il chasse, hein, ça c'est clair. avec de bonnes trajectoires. Il a lâché Mike Brown. Il est plus vite, hein, de toute façon, il est 2 secondes plus vite que Coppins, hein, pour l'instant, Barragan. Attention à ce pilote. Et regardez, il ne faut pas noter, effectivement, Josh Coppins, il faut l'informer. Il se passe quelque chose aujourd'hui, Jean-Christophe, même si Coppins, pour l'instant, occupe la seconde place. On n'a pas la sensation qu'il ait trouvé la vitesse maximum. En tout cas, pour le moment, la vitesse maximum, elle est là. Et ça restera une de nos grandes interrogations journalistiques. Cet homme, Billy Mackenzie. Il doit arriver avec une telle confiance, il adore ce circuit. C'est vraiment ce qui est impressionnant, c'est la différence quand même entre lui et les autres. Son meilleur résultat depuis le début de la saison, c'était une 5e place, mais surtout énormément de chutes. Hein. Je le disais tout à l'heure, 14e du classement provisoire. Il avait marqué 12 points seulement à Valkenswaard, en Espagne 17, 15 petits points en Italie, 12 points en Allemagne, c'est vraiment pas grand chose. C'est rien. Et là, il est en train d'archi dominer cette première manche. Et puis Mike Brown qui, contrairement à d'habitude, semble mieux tenir le choc et qui pourrait envisager de terminer, pourquoi pas, dans le top 5 de cette première manche, à condition de... Lui aussi nous fait mentir aujourd'hui, hein. Regardez, il a un magnifique pilotage, Mike Brown. Alors peut-être une explication pour Mike Brown, c'est que c'est vrai que cette piste est quasiment une de celles qui ressemble le plus aux pistes US. Ouais, c'est vrai, avec pas mal de trous, c'est physique, des ornières, des sauts. C'est effectivement assez typé américain. Alors il a de bonnes sensations au guidon de la Honda Kaz. Et puis il était peut-être temps qu'il se réveille aussi, hein, Mike Brown, car c'est pas faux. Du côté de ses employeurs, on attendait mieux d'un garçon qui a été quand même engagé pour remplacer Joshua Coppins et qui jusqu'à présent, certes, il part tout le temps devant, on le voit, il est régulièrement aux avant-postes, mais il a tendance à craquer physiquement, donc il était temps qu'il se réveille. Peut-être aujourd'hui une bonne performance de Mike Brown. Allez, Mike Brown 11e du classement provisoire avec 100 points, tout rond. Oui, il a marqué des points dans toutes les manches avec son meilleur Grand Prix au Portugal, du côté d'Agueda. Et Coppins qui essaye de se battre contre cette terre japonaise. Il est sur le circuit de ses employeurs. Il se doit évidemment de faire un beau résultat. Ouais, mais Coppins qui a l'expérience, hein, il le sait, de toute manière, on ne peut pas gagner à chaque Grand Prix. Il est second, je pense qu'il va surtout chercher à aller chercher des gros points. Le podium, ça sera un très bon résultat, car vous l'avez sans doute aperçu sur les panneaux. Actuellement, Philippe Hertz est plus rapide que lui, donc il se rapproche. Et derrière, un homme est rapide également. C'est Jonathan Barragan, peut-être dans la montée. L'attaque de Barragan, ça passe sur Mike Brown. Jonathan Barragan, l'Espagnol, qui vient de passer en 4e position. Le voilà, Jonathan Barragan. Alors lui, c'est pareil, il vient de traverser une passe très difficile, hein, depuis l'Espagne. Au Portugal, il a marqué 15 points, 11 points seulement en Italie avec un abandon, et puis 21 petits points en Allemagne, alors qu'il avait, souvenez-vous, remporté quand même une manche lors du Grand Prix d'ouverture, et on se disait alors qu'il allait probablement pouvoir jouer le titre avec Coppins et tous les autres, et ensuite il s'est totalement écroulé. C'est le retour d'un garçon assez irrégulier, capable, un peu à l'image de Mackenzie, de réussir de grosses perfs et de se louper dans la foulée. Thomas Allier au ralenti, le deuxième pilote tricolore engagé dans cette course, malheureusement, qui va probablement rentrer au paddock. 8 tours déjà et une avance considérable. 21 secondes d'écart sur Coppins, c'est un monde. 21 secondes sur Coppins, ça la régulière. C'est le tarif infligé par Billy Mackenzie.
Ah, ça va remonter le moral de Yann De Groot. Ah, ça bouscule en tout cas toutes les lois de la métaphysique de cette saison 2007. Ah, surtout que Mackenzie, il a 1 an de contrat seulement chez Kawasaki. Il a intérêt à réussir ce genre de performance, car d'après la rumeur, on annonce déjà son remplacement l'année prochaine avec pourquoi pas l'arrivée de Steve Ramon. Il doit démontrer qu'il est capable de gagner des manches, de monter sur les podiums. Alors c'est bien de le faire au Japon, il faudra réussir également à le faire sur d'autres circuits. Ah mon Dieu, s'il était régulier, franchement, ça nous ferait un sacré client pour contrarier les projets de titres mondiaux de Josh Coppins. Et voilà Coppins, toujours en seconde position, qui sert à donner un petit peu d'air face à David Philippertz. Et puis Jonathan Barragan revenu en 4e position. Ah, il va falloir suivre les chronos de Jonathan Barragan. Et Barragan 6e du provisoire en avant ici avec 121 points. Alors, il a trouvé son rythme à Barragan. Il est actuellement en 1,52 455. C'est très très rapide. C'est quasiment un des hommes les plus rapides en piste d'ailleurs à ce moment de la course. Allez, l'abandon pour Tanel Lehoc. Alors chez Kawasaki, d'un côté on a en tête Mackenzie et de l'autre Lehoc qui abandonne. Enfin, quelle année compliquée décidément pour Tanel Lehoc, qui lui a plusieurs années de contrat encore chez Kawa, mais il va falloir lui aussi qu'il se réveille, car on attendait beaucoup mieux de ce garçon qui avait réussi un très beau championnat l'année dernière et qui est moins rapide que l'an passé. Certes, il réussit souvent d'excellents temps chrono lors des qualifs, mais il ne concrétise quasiment jamais en course. Son meilleur résultat, c'est une 2e place en Italie. 2e place lors de la première manche. Mais il est moins brillant que son coéquipier aujourd'hui, ça c'est sûr. Et Coppins toujours second, qui a vraiment du mal à faire la jonction. En revanche, regardez, David Philippertz n'est pas très loin. Ouais, Philippertz pas loin. Barragan qui revient. Là-haut, on l'aperçoit. Les deux pilotes KTM qui roulent quasiment au même rythme. Regardez les comparatifs. Ouais, Philippertz qui gagne un peu, qui a reperdu dans le 8e tour. Ouais, ça grignote petit à petit. Et puis toujours un bon Mike Brown en 5e position. Alors ça, c'est vraiment du solide gaillard que ce Mike Brown aujourd'hui au Japon. Pour l'instant, Philippertz lui affiche la régularité à défaut du brio. Mais il occupe bien sa place, c'est bien. Et c'est vrai que c'est étonnant, le manque de résultats de ce garçon au temps chrono. Et en course, il est consistant, il est là, il est toujours là. Alors Philippertz, lui qui est annoncé sur le départ de chez KTM, ce ne sont que des rumeurs, mais le team Honda Martin se verrait bien récupérer David Philippertz l'an prochain. Honda Martin qui doit se passer malheureusement des services d'Antoine Méo, qui a donc décidé de se faire opérer du genou et qui vient en revanche de signer pour la fin d'année le Suisse Julien Bill, qui avait connu un début de saison compliqué chez Kawasaki Delta et qui va donc bénéficier de la structure Honda Martin pour tenter de se relancer. Il n'est pas présent aujourd'hui, mais on le retrouvera, Julien, du côté de Saint-Jean d'Angély, au guidon de sa nouvelle monture. De Rover 20e, c'est Marc de Rover. Ouais. Également des confitures dans le clan de Rover. Énorme déception du côté de Marc de Rover chez Yamaha Rinaldi. On doit forcément s'inquiéter un petit peu des performances de ce garçon, qui aurait très bien pu gagner à Touchental et qui aujourd'hui est totalement transparent. Ouais, Gordon Crocard aussi un peu décevant aujourd'hui. Crocard qui nous avait impressionné dans la seconde manche de Touchental, qui avait réussi un beau Grand Prix d'ensemble. On se disait peut-être le retour de l'Irlandais au top niveau, et puis à nouveau là il est 18e. Il est en difficulté, 20 secondes d'écart entre Billy Mackenzie et le 3e homme David Philippertz. Philippertz qui voit revenir derrière Jonathan Barragan, alors que Mike Brown occupe toujours le 5e rang. Nous sommes maintenant avec Manuel Prime, le Belge, à la lutte avec Steve Ramon en train de revenir après sa chute. Et Barragan qui descend encore ses temps. Visiblement c'est l'homme qui a quasiment le record du tour en course. Il va falloir se méfier, Jean-Christophe, de Barragan sur la fin de manche. Et Steve Ramon qui est à la lutte pour revenir dans le top 10 après sa chute. Steve Ramon qui pointait en 22e position au premier tour et qui revient actuellement pour chasser du bon point. Et puis de son côté, Kevin Sribos, toujours dans la difficulté.
Et Ramon qui revient petit à petit, hein. Il est parti aux alentours de la 20e place. Il est en train, on n'en parle pas beaucoup là, de Ramon, mais il fait un énorme boulot pour revenir pour le clan Suzuki. Le voilà à l'image. Ah, c'est mal payé, hein. C'est vraiment mal payé pour Steve. Bah, il a chuté, il a commis une faute au premier virage. Maintenant, il faut revenir, arracher des bons points. C'est pareil avec lui, ça manque de régularité. Il a réussi un très beau Grand Prix en Allemagne avec 2 3e places. On pensait que ça allait le libérer. Il aurait très bien pu gagner la seconde manche. Et puis à nouveau un petit problème, une chute. Il va falloir vraiment corriger tout ça pour espérer aller chercher Josh Coppins dont la régularité est exemplaire. Ah, il est en train de sauver un top 10, mais pour l'instant, hein, ça roule en 1,54, 1,53. C'est pas super rapide. Allez, Atsuta en 8e position. Lui qui pilote la Honda 450 pour le compte du HRC. C'est l'officiel Honda au Japon. Atsuta qui connaît bien le championnat du monde, qui a longtemps roulé pour le team Honda Kaz notamment. Il est rentré à la maison pour développer maintenant ses nouvelles motos. Et pour l'instant, il réussit une très belle première manche puisqu'il est 8e, certes à 40 secondes de la tête, mais il est le premier pilote japonais dans le top 10 avec cette 450 CRF. Juste devant lui, c'est Sébastien Pourcel, alors que là, on a aperçu Mike Brown passer. Ouais, en tout cas, il est dans le rythme, Atsuta, hein. Il n'y a rien à dire sur ses performances ce tour à titre indicatif. Pour l'instant, Atsuta roule en 1,53, c'est son meilleur temps. 1,53,4, 1,53,6. Les 2 Dykers ici à l'image, en train de lui aussi de se débarrasser des pilotes attardés. 2 Dykers actuellement 6e de cette première manche devant Sébastien Pourcel. Voilà Ken 2 Dykers sur la Honda Kaz. C'est hallucinant, mais personne n'est en mesure de ramarrer Billy Mackenzie. Il est parti là, il est barré. C'est un truc de fou quand même, hein. Billy Mackenzie en tête depuis le tout premier tour. Ah, ça, il reste 8, il a 17 secondes d'avance sur Coppins. En termes de statistiques, pour Billy Mackenzie, le nombre de tours en tête d'un Grand Prix MX1 est en train d'augmenter considérablement. Allez, le voilà, Billy Mackenzie. Allez, avec son casque laser tout de vert vêtu, il est capable d'aller chercher un bon coup. Ah, il faudrait que ça aille au bout, elle est très belle l'histoire. De Rover toujours 20e, très loin, alors que Josh Coppins semble s'être débarrassé de Philippe Hertz. Philippe Hertz qui voit revenir derrière lui son coéquipier Jonathan Barragan. Voici la KTM de l'Italien et juste derrière celle pilotée par l'Espagnol, flanquée du numéro 7. Allez, tiens, on lance les paris sur Internet. À vous de savoir si Billy Mackenzie va être capable de remporter ce Grand Prix. abmotor.fr, la rubrique qui va bien, Jean-Christophe Vasquetto, Pierre Godia, et vous nous donnez vos impressions sur le potentiel du garçon dans cette manche. Allez, Barragan, ça y est, Jonathan Barragan qui a doublé David Philippe Hertz. Jonathan Barragan désormais en 3e position. Le voilà, numéro 7 derrière c'est Philippe Hertz. C'est un truc de dingue. Allez, Jonathan Barragan à la poursuite de Josh Coppins pour aller chercher pourquoi pas la 2e place derrière Billy Mackenzie, c'est jouable. Allez, Philippe Hertz est 4e, la 5e place pour Brown, 2 Dykers 6, 7e place pour Cell, Atsuta 8 et Steve Ramon en 9e position, toujours 12e seulement Kevin Srybos qui n'arrive pas à trouver des solutions sur ce circuit, alors que Philippe Hertz qui va peut-être répliquer, David Philippe Hertz à nouveau sur les talons de Jonathan Barragan, les 2 hommes avec des trajectoires différentes. Depuis le début de saison, Barragan manquait un petit peu de réussite, hein, dans ce championnat du monde. Pour l'instant 6e du provisoire. Il a fait une manche à 0 en Italie. Allez, chez KTM, on encourage les 2 pilotes. Et il ne faut pas oublier qu'il a quand même gagné, Jonathan Barragan, une manche dès l'ouverture. Ouais, mais alors depuis c'est vraiment compliqué pour lui. Et depuis c'est la déconfiture, c'est vrai. Mais là, visiblement, lui aussi aime ce tracé japonais. Alors en 2006, Jean-Christophe, qu'avait fait Jonathan Barragan sur les terres japonaises? Est-ce qu'il avait apprécié ce tracé? Ouais, Barragan l'année dernière, il avait bien roulé un 4e du Grand Prix ici à Sugo avec notamment un podium de manche dans le 2e débat, 3e de la 2e manche.
Donc c'est vrai qu'il apprécie ce circuit japonais lui aussi. McKenzie toujours 16 secondes, il reste 6 tours. Sébastien Pourcel qui va prendre des bons points. Alors que Mike Brown est toujours 5e. Voici le 3e homme à la poursuite maintenant de Josh Coppins. Alors Seth visiblement qui a un petit peu plus de mal à trouver ses marques sur cette piste. Ouais, pourtant il avait quand même réussi le quatrième temps chrono. Enfin, il n'y a quand même rien de dramatique, hein. Il est 7e actuellement. 7e, ça roule en 1,54, 1,55, 1,54, 1,53. Alors lui aussi a connu un voyage très compliqué pour arriver à Sugo avec l'ensemble du team GP-KR. Il est peut-être un petit peu fatigué après un véritable périple et des avions en retard. Le team Kawa qui est resté bloqué plusieurs heures dans un avion à Londres avant de devoir en sortir, de trouver un hôtel le soir même dans Londres, du côté de Piccadilly, un hôtel très tard. Ils se sont couchés, ils se sont repartis le lendemain matin. Enfin, c'était vraiment la mission impossible pour arriver ici. Alors, il y a peut-être un peu de fatigue. Christophe, tout à l'heure, a gagné la première manche MX2. Il était, semble-t-il, en forme. Peut-être que Sébastien a moins bien géré tout cela, mais malgré tout, il est 7e. Il est en train à nouveau d'assurer des gros points et puis de conforter sa place dans le top 5 provisoire de ce mondial MX1. Avant d'aborder, on vous le rappelle, le prochain Grand Prix, hein. C'est le Grand Prix de France à Saint-Jean-d'Angély. Et oui. Et on peut penser que à Saint-Jean-d'Angély, les Français, les frères Pourcel seront très en forme. Regardez, Marc de Rover vient de prendre tout simplement un tour par Billy McKenzie, un de Rover en perdition qui est toujours aux alentours de la 20e place. Voilà. Ah, ça l'a pas du tout dans son assiette, hein, Marc de Rover aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'il marque des points devant les patrons de chez Yamaha aujourd'hui, Marc de Rover, avec ce genre de prestations. En revanche, Billy McKenzie, lui, impressionne toujours autant. Et surtout, il est en train d'offrir à la 450 KXF sa première victoire de manche, hein, tout simplement, en championnat du monde MX1. C'est toujours important pour une usine de s'imposer. Alors aux États-Unis, il n'y a pas eu photo en Supercross avec James Stewart qui s'est promené toute la saison. Et Steve Ramon qui maintenant navigue aux alentours du top 10. Une 53, une 54. Les temps ne baissent pas. Allez, pour le pilote Suzuki. On retrouve Coppins, deuxième, au loin, là-bas, plus très loin du tout. D'ailleurs, c'est Jonathan Barragan qui a lâché Philippe Hertz et qui pourrait, pourquoi pas, venir menacer Coppins dans les derniers tours. C'est jouable pour Jonathan Barragan. Voilà, s'il fait ça, c'est vraiment un mec balèze. Alors, pour l'instant, depuis le début de la saison, on a eu plusieurs vainqueurs, 3 vainqueurs, Coppins, Strybos et David Philippe Hertz pour les victoires de Grand Prix. Peut-être la surprise aujourd'hui avec un 4e homme et Billy McKenzie, mais pour cela il faudra tout à l'heure aller réussir une grosse perf en seconde manche. En tout cas, globalement, pour l'instant, ceux qui font la mauvaise opération du jour, hein, c'est vraiment les deux officiels Suzuki, à savoir Strybos et Ramon. Avec une petite question de Vincent qui aimerait savoir si Mickaël Pichon sera présent à Saint-Jean-d'Angély. Non, Mickaël Pichon ne sera pas au Grand Prix de France MX1. Il est ce week-end à Brou. On vous donnera des nouvelles de ce qui s'est passé là-bas tout à l'heure. En revanche, il n'a pas inscrit le Grand Prix MX1 à son programme. Même si on peut penser, vu les résultats qu'il obtient depuis le début de la saison, qu'il aurait tout à fait son mot à dire, Mickaël Pichon, pour même jouer des podiums de manche, puisque en championnat de France Elite, il est à la lutte avec Sébastien Pourcel régulièrement. Il arrive même à prendre le meilleur sur Sébastien, puisque Mickaël est en tête du championnat de France Elite. Mais il a pris sa décision, plus de MX1. En revanche, de l'enduro, du championnat de France Elite, un peu de MX3. Allez, Philippe Hertz en 4e position dans cette manche, alors qu'on a vu que les écarts s'étaient un petit peu réduits entre Coppins et Billy McKenzie. Coppins qui a réduit l'écart à 16 secondes. Toujours 2e, visiblement bien isolé à cette place. On sent pas le... Ouais, c'est revenu. Hein. Barragan qui peut servir. Oui, il est pas très loin, Barragan. Hein. Par rapport au tour précédent, il a vraiment gagné sur ce plan là, juste avant les whoops. Regardez, il est, regardez les chronos, nettement plus rapide actuellement que Josh Coppins. Ah, parce que Coppins fait 1,52 et il est plus rapide dans le dernier tour. On va surveiller le retour de Jonathan Barragan.
Baragan qui vient de signer un 1:51,849. C'est un bon chrono. Ah, c'est vite. C'est carrément vite. C'est l'homme le plus rapide en piste en ce moment. Il est 3e. On croit rêver le retour, la résurrection du pilote espagnol. Ah, il y a de l'abattage hein, en tout cas. Pilote KTM qui croit vraiment en ses chances sur ce circuit. Alors on vous rappelle, hein, si vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure, que le schéma est un petit peu différent aujourd'hui. Juste après l'arrivée de cette première manche chez Mix1, nous allons écouter les interviews et puis on va se quitter pour une petite dizaine de minutes. On se retrouvera tout de suite dans la foulée pour suivre les 2 secondes manches avec le MX2 et le MX1. Ah, il faudra bien retenir son souffle parce que vraiment cette piste nous crée des surprises. Et Coppins, dans les 3 derniers tours, a l'air d'être sous pression alors que ça va pas mal du tout pour Mackenzie, solide leader depuis le départ de cette manche. Mackenzie qui tient vraiment bien le magasin cet après-midi. Billy Mackenzie qui, on vous le rappelle, roulait en MX2 hein, l'an passé. Il avait terminé 9e du championnat du monde. Il était alors chez Yamaha Dixon et puis en fin de saison, signature chez Kawasaki en tant que pilote officiel. Cet hiver, il s'était fracturé la clavicule. Il est revenu peu de temps avant les premières courses de préparation. Et aujourd'hui, il est à 100%, à son maximum. Et lorsque Mackenzie est à 100%, ça veut dire qu'il est intouchable ici au Japon. Et à 2 tours, 14 secondes d'avance sur Josh Coppins. On voit mal ce qui pourrait arriver à Billy Mackenzie pour aller chercher sa première victoire de la saison. Par contre, regardez, ça chauffe derrière très très fort pour Josh Coppins avec un Baragan survolté. Ah ouais, ça va être tendu dans les tout derniers tours. Baragan qui peut aller inquiéter Joshua Coppins. Ah, c'est bien, il faut nous faire un finish. Allez les garçons, un finish exactement comme il y a 15 jours avec une grosse pression et l'attaque peut-être de Baragan ici sur Coppins. Coppins ne peut pas se laisser faire. Dans l'état, c'est lui, l'homme qui tient la plaque rouge. Allez, Coppins, 2e devant les responsables de chez Yamaha. L'attaque derrière de Jonathan Baragan sur la KTM. Il a du mal, Baragan a trouvé l'ouverture, mais il attaque, il envoie dormir extérieur. C'est super bien joué de la part de Baragan. C'est passé pour Jonathan Baragan. Allez, Jonathan Baragan, 2e de cette première manche. Derrière Mackenzie et devant Josh Coppins maintenant. Attention, la chute du pilote Yamaha. Il va répliquer peut-être Coppins ici à l'intérieur. Coppins piqué au vif par l'Espagnol. On connaît le tempérament du garçon. Et visiblement, regardez, il est en train de rouler comme un avion de chasse. 1:51,297 en ce qui concerne Jonathan Baragan dans l'avant-dernier tour. Et Coppins, attention Baragan qui vient de commettre une erreur, il a failli chuter. Le pilote espagnol, il s'est bien repris. En tout cas, il est 2 secondes au tour plus vite que Coppins, hein, forcément. Et dans la descente, regardez l'écart déjà creusé par le pilote espagnol. Quelle manche! Quelle manche de Libéric, hein, qui était parti quand même assez loin tout à l'heure. Alors que regardez, c'est Marc de Reuver qui est dans la misère. Ouais, abandon pour De Reuver, décidément. Il a chuté, très compliqué pour lui. Pas facile. Allez, dernière formalité pour Billy Mackenzie. Et pour l'instant, c'est monsieur 100% sur cette manche. 100% des tours en tête. Maîtrise totale du sujet ici au Japon. Il faudrait que les hommes qui ont fait ce tracé fassent l'ensemble des tracés du championnat du monde pour Billy Mackenzie. Avec ça, il sera peut-être champion du monde. Allez savoir. En tout cas, magnifique démonstration. Ouf, oui, il prend des risques quand même. Le pilote Kawasaki qui va très certainement exulter à l'arrivée. Ça doit certainement être un des pilotes les plus célèbres au Japon. Il gagne tous les grands prix du Japon.
Il a surtout donc offert, on le disait tout à l'heure, la première victoire à cette 450 KXF du team Yann de Grotte, mais ça faisait un long moment que Kawasaki n'avait plus gagné. Kawa n'avait jamais gagné en MX1. Alors petite question à vous sur internet, qui est le dernier pilote Kawasaki à avoir remporté une manche en Grand Prix 250, puisque depuis qu'on est passé au MX1, il n'y a pas eu de victoire Kawa. Quel est le dernier pilote à avoir gagné une manche en Grand Prix 250 au guidon d'une Kawasaki chez Yann de Grotte? On vous laisse réfléchir et on vous donnera la réponse tout à l'heure. Petite indication, petit indice, c'est un pilote norvégien. Eh bien, Coppins s'est fait doser, passez-moi l'expression, par deux pilotes dans cette première manche. Billy Mackenzie, vraiment sans contestation, et vraiment un retour incroyable de Jonathan Barragan. Et puis la joie dans le clan Kawasaki, Mackenzie, Barragan, Coppins. Et puis la 5e place de Mike Brown, qui a bien tenu le choc. C'est son meilleur résultat de la saison. 6e place pour Ken De Dacker. La 7e pour Sébastien Pourcel, attaqué sur la fin par Atsuta. 9e place pour Steve Ramon. Alors dites-moi Jean-Christophe, ça va mettre un peu de bazar dans le classement provisoire à mon avis tout ça, parce que Estraibos et Ramon n'ont pas répondu présent à l'appel. Non, 9e et 12e seulement, Ramon et Estraibos. Ça va profiter très certainement à Seb Pourcel. Ouais, puis ça va surtout profiter à Coppins qui encore une fois va prendre des points d'avance sur ses principaux adversaires. Et il l'avait dit, il avait un bon feeling, il se sentait bien. Il a bien géré le décalage horaire. Et voilà ce que ça donne. Première victoire de la saison pour lui. Billy Mackenzie qui répond présent dans ce que l'on peut quasiment appeler son Grand Prix national, le Grand Prix du Japon. En tout cas, ça va faire plaisir aux hommes de Clermont-Ferrand. Une victoire Michelin ici. Car on n'en parle pas très souvent des pneumatiques, Jean-Christophe, mais j'étais la semaine dernière avec les ingénieurs en MotoGP et pour eux la bagarre au niveau pneumatique est largement aussi importante ici en MX qu'en MotoGP, avec des natures de gomme, avec des natures de carcasse en Kevlar, avec toute une technologie embarquée aussi bien chez Michelin que chez Dunlop ou encore chez Bridgestone. C'est important ici et il faudra d'ailleurs bien être à l'écoute, mais on va regarder, ça va être intéressant de regarder justement quels sont les pneumatiques qui se sortent le mieux de cette manche. Allez, le classement, donc Mackenzie, Barragan, Coppins, Philippe Hertz, Brown, De Dacker, Pourcel, Atsuta. Ramon qui termine en 9e position, il s'en sort pas si mal malgré tout. Ouais, 22e au premier passage, 9e, c'est vrai que c'est pas mal, mais bon. Il a limité la casse, mieux que son coéquipier Straibos qui est passé totalement à côté de sa manche. Ça, alors complètement, 12e au premier tour, 12e à l'arrivée. C'est quand même pas exceptionnel pour un garçon qui vise le titre mondial cette année. On va attendre avec intérêt surtout la réaction maintenant de Billy Mackenzie. Le classement provisoire le voilà, ça fait 54 points d'avance maintenant pour Coppins. L'écart se creuse sur Straibos. Ramon et puis De Dacker Pourcel, 2 petits points d'écart pour la 4e place. Barragan revient un petit point, c'est serré. Mike Brown qui rentre dans le top 10 et Mackenzie qui s'en rapproche, il est désormais 12e. Billy Mackenzie sur les talons de son coéquipier Tanel Leo qui a abandonné tout à l'heure. Et puis Thomas Allier 19e, Pierre-Alexandre Renet le français est 20e. Pierre-Alexandre Renet qui a décidé, lui n'était pas pris non plus en charge pour aller au Japon, donc il s'est aligné, il s'aligne aujourd'hui à Brou pour le Grand Prix MX3. Et Pierre-Alexandre Renet, on le disait tout à l'heure, qui a réussi un bon chrono, peut-être pourquoi pas un premier podium pour lui en MX3 du côté de Brou. On vous donnera des nouvelles tout à l'heure, mais avant cela, retour sur le résumé de cette première manche avec déjà des pilotes qui se touchent en sortie de grille, et puis Mike Brown qui s'en sort très bien. Ah oui, un nouveau shot pour le pilote américain. Derrière on a aperçu le calage de Ramon. C'est Mackenzie qui a fait chuter dans la ligne droite et qui finalement s'en sort très bien. Ensuite Coppins qui revient, qui attaque Mike Brown. Retour de David Philippers qui double également le pilote américain. Et tout ce petit monde va partir à la poursuite du diamant vert. Et le diamant aujourd'hui s'appelle Billy Mackenzie.
il va mener l'ensemble des débats. Et derrière, le retour de Jonathan Barragan qui va se débarrasser de Brown, mais aussi de David Philipperts. Et pour finir, dans le dernier tour, de Josh Coppins. Et voici donc la victoire de Billy Mackenzie. Facile victoire, même si le temps n'est jamais facile, mais en tout cas apparente facilité sur son circuit fétiche. Ah, ça va lui redonner du boost en termes de classement au provisoire. Billy, there's some blood tests ready for you because we think there's Japanese blood in your Alors veins. Billy, on va peut-être vous faire une prise de sang parce que ici au Japon vous êtes assez énorme. You know, every time I come here, I don't know what happens. Je ne sais pas vraiment effectivement ce qui se passe ici à chaque fois pour moi, mais la moto était très performante. Something can't go wrong here, you know. I've got a superstition. Every Japan, I always have to wear yellow. I always have to lay down on the start, and I always Chaque fois que je viens ici, il se passe des trucs de dingue. I done it before the race and it worked. So Je savais pas trop comment ça allait se passer avant la course, That would be really nice. mais je suis bien parti et c'est vraiment génial. L'air du Japon semble particulièrement bien convenir à Ça. ce garçon. Croyez-moi, ça, c'est le sushi. Le sushi réussi à Billy. Et en tout cas, MX1 ou MX2, quelle que soit la catégorie pour l'instant, lui non plus n'est pas capable d'expliquer ce qu'il se passe. Mais le résultat est au rendez-vous. Jonathan, after Valkenswaard, your first podium. Alors Jonathan, après votre premier podium à Valkenswaard, on attendait de meilleurs résultats, plus de top 3, mais vous retrouvez aujourd'hui le podium. I have a better start because after the Holland GP, Oui, to après le, win there, I have some crash in the training and yeah, my condition well down. après, Now it's coming up. après mon bon premier Grand Prix, ma victoire de Mans, j'ai chuté en m'entraînant, j'ai perdu un peu de conditions physiques, j'étais moins bien lors des Grands Prix suivants, la forme revient. Et aujourd'hui, j'ai réussi un bon résultat. La forme revient bien, la moto est performante. Ça fait du bien de terminer second. J'ai besoin vraiment besoin de retrouver la confiance après quelques manches vraiment très difficiles. Je suis heureux avec cette deuxième place. Ah oui, c'est vrai que là, il a vraiment fait très belle impression sur cette fin de manche. Il faudra compter avec Jonathan Barragan tout à l'heure. Pourquoi pas pour la victoire, parce qu'avec le retour qu'il vient de nous afficher, il est capable d'aller chercher Mackenzie. Alors on a déjà une réponse concernant quel est le dernier pilote Kawasaki à avoir gagné une manche. On vous la donnera juste après l'interview de Josh Coppins. Alors comment ça s'est passé? Victoire de Mackenzie, Josh, et puis vous une troisième place. Je pense que ça ira mieux dans la deuxième manche. J'ai eu quelques petits soucis. Je vais devoir régler un peu mieux ma moto peut-être. On va changer 2-3 choses et je pense que ça ira mieux tout à l'heure. Mais Billy Mackenzie adore ce circuit, il était super rapide. On verra ce qui se passera tout à l'heure. Voilà donc Josh Coppins qui reste bien sûr le leader. Alors la réponse de Geoffrey Jojo. Le pilote ne serait pas Kenneth Gundersen par hasard. Effectivement, c'est la bonne réponse. En 2002, Kenneth Gundersen qui avait remporté la course de Tuchenthal dans la boue. Ah, Geoffrey qui a battu Thomas Giraud de 2 minutes à la réponse, puisque Thomas Giraud, le dernier pilote à avoir gagné la Kawasaki, et Kenneth Gundersen, c'est ça. Bon, bravo à Geoffrey donc. Et donc le dernier maintenant pilote, c'est Billy Mackenzie. Maintenant il faut aller chercher le Grand Prix pour Billy. Vous savez qu'on dit jamais 203, Jean-Christophe. 2005, on lui souhaite vraiment à Billy Mackenzie. Allez, le circuit, on le connaît maintenant. Alors on va vous peut-être faire un petit résumé de ce qui s'est passé lors de ces deux premières manches. En MX2, la belle victoire de Christophe Pourcel devant Tyler Rattray et Antonio Chiroli. Des bons points pour Pascal Leray 6e. Et puis à l'instant même, cette première manche MX1 qui a permis à Billy Mackenzie d'offrir à Kawasaki une belle victoire et à lui-même également de s'imposer pour la première fois de sa carrière en MX1. Oui,
Ouais, c'est vrai que c'est quand même toujours une belle surprise hein, quand Billy Mackenzie sort le grand jeu, il est intouchable. Et on voit cette piste magnifiquement préparée. Vous pouvez profiter, si vous ne pratiquez pas le motocross, de l'aspect visuel des choses. C'est vrai que quand on est face à des plateaux, des grosses bosses énormes comme ça, mais c'est toujours très impressionnant. À titre indicatif, d'un point de vue musculaire, les pilotes encaissent des chocs de peu près 1 tonne sur les cuisses sur chaque gros saut. Alors imaginez sur le nombre de passages sur des manches de 35 minutes, eh bien il faut une condition physique de marathonien pour résister ici en motocross, mais aussi les parties-cycles ont fait d'énormes progrès. Et puis la préparation aussi physique des pilotes, hein. On se souvient des préparations à l'ancienne. Aujourd'hui on a affaire à de vrais sportifs de haut niveau. Il faut vraiment une santé de fer. Alors la semaine prochaine, hein, pas de Grand Prix puisqu'il faut le temps de rentrer du Japon, de rapatrier tout le matériel. Et puis ensuite, dans 15 jours, le rendez-vous du Grand Prix de France à Saint-Jean-d'Angély avec un circuit parfaitement préparé et qui, on l'espère, pourrait pourquoi pas permettre à Sébastien Pourcel de s'imposer pour la première fois en MX1. Ah, ce serait vraiment fantastique. Les Français qui ont l'habitude de bien rouler à Saint-Jean-d'Angély, notamment en MX2. Un garçon comme Pascal Leray avait remporté sa première manche en élite là-bas avant de briller lors du Grand Prix de France il y a 2 ans. Mickaël Pichon a toujours bien roulé. David Villemain a très bien roulé à Saint-Jean-d'Angély. Tout le monde, tous les Français ont pour habitude de briller là-bas. Donc on a hâte de se retrouver du côté de Saint-Jean avec une organisation toujours parfaite. Alors, il y aura un petit peu moins de sushis, c'est sûr, du côté de Saint-Jean, mais ce sera également très très intéressant. Vous savez, ils sont équipés, hein, nos amis. On vous propose de prendre un petit café, une petite pause de 10 minutes dans ce programme de MX. Et puis on va se retrouver pour la deuxième partie de ce Grand Prix du Japon au pays du soleil levant. Nous allons évidemment enchaîner sur la catégorie MX2, la deuxième manche. Et puis bien entendu, juste derrière, la catégorie MX1. Est-ce que Chris Pourcel va aller chercher une deuxième victoire? Est-ce que Billy Mackenzie sera intraitable en terre japonaise? Eh bien la réponse dans 10 minutes. Allez, à tout de suite. On vous laisse avec le classement de cette première manche MX1. On se retrouve dans 10 petites minutes. À tout de suite.